projet, donc la production. Pour pouvoir se débarrasser de la pollution. Ensuite, on propose de la modélisation spatiale de la pollution. Donc là, par exemple, sur cette carte, c'est la ville de Londres, et les points, c'est des stations de mesure de la pollution mises en place par le gouvernement. Donc là, c'est la moyenne annuelle, donc les couleurs vont le plus faible, c'est jaune, le plus élevé, c'est rose. Donc ça montre bien, le problème, c'est que on a des points de mesure dans les grandes villes, ou même dans les plus petites villes, mais le problème c'est que ces points de mesure, c'est très sparse, donc on manque vraiment d'informations dans les endroits où on n'a pas de point de mesure. Donc nous, dans ce contexte-là, on propose de la modélisation de la pollution, de la modélisation spatiale, qui permet, via cette modélisation, de pouvoir voir la pollution vraiment rue par rue, et donc pouvoir prendre comme information les données des stations pour pouvoir ensuite apporter une mesure beaucoup plus fine de la pollution. Et ensuite, donc, le troisième sujet principal sur lequel on travaille, c'est le flow. Donc c'est ce petit device, si vous voulez vous le faire passer pour le regarder un peu plus près. Donc c'est un capteur personnel de la pollution qui permet en fait de voir, de capter la pollution vraiment autour de soi. L'idée, c'est de pouvoir le transporter partout où on est. Et donc, via une application, on va pouvoir voir la pollution qu'on a autour de soi, et on va pouvoir voir nos trajets, et ensuite pouvoir suivre l'exposition qu'on a eue pendant ces trajets-là. Et donc, l'idée, c'est, par exemple, vous allez au travail à vélo, vous allez vous dire, pendant une semaine, je vais tester ou pendant un mois, pendant chaque semaine, je vais tester un trajet. Et donc à la fin de cette période de test, vous allez pouvoir regarder via l'application les trajets que vous avez subis et l'exposition que vous avez subie. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir ensuite vous dire, bon, bah, ce trajet-là, le trajet que j'ai pris mardi, il est beaucoup moins pollué que celui de lundi, donc je vais plutôt emprunter celui-là pour mon trajet de tous les jours pour aller au travail. Donc c'est ça l'idée derrière ce capteur. Donc là, aujourd'hui, ce dont je vais parler, de prévision temporelle. C'est les prévisions qui sont utilisées dans l'application Plumery Reports. J'ai parlé de prévision, modélisation spatiale, donc, puisque je vous ai montré la carte de slide avant. Et j'ai parlé de tout le processus de calibration du flow, donc tout le processus qui permet en fait de créer, on va dire de façon software, les mesures qu'on propose. Et donc en termes d'autres sujets qu'on traite en tant que data scientist, on a, donc là j'en ai mis quelques-uns, on a donc de la détection d'outliers, parce qu'on récupère beaucoup de données, donc on utilise des filtres pour les supprimer. Pour le flow, on fait aussi la détection via les données GPS intérieur-extérieur. Ça nous permet en fait ensuite de pouvoir analyser les données, parce que la pollution ne sera pas la même en intérieur et en extérieur, du coup on peut analyser ça grâce à ça. De même les moyens de transport. Donc c'est intéressant pour nous de savoir si l'utilisateur était à pied, à vélo, en métro, en train, en bus. Et donc là, le dernier sujet, c'est le downscaling. L'idée du downscaling, c'est quand on a une modélisation de la pollution, on va dire à une maille de 50 km, le downscaling, en fait, c'est des méthodes statistiques qui permettent de réduire cette résolution à, par exemple, une résolution de 10 km. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc pour commencer, donc la prédiction temporelle de la pollution. D'abord, donc les polluants que nous on suit, donc là c'est dans l'application. Donc on a les particules fines. Les particules fines, c'est PM2,5 et PM10. Donc PM, c'est pour particulate matter. Donc les fines, c'est en fait on les regroupe vraiment pas par type de particules, mais vraiment par taille. Donc on va avoir les fines inférieures à 2,5 micromètres et les sections un peu plus grossières inférieures à 10 micromètres. Donc elles vont être principalement
émis donc, par les voitures, les fameux diesels. On va avoir aussi... France en produit beaucoup plus des centres notamment avec des injections. On va aller du fromage pour expliquer ça après. Bah, très bien, bah, ça bah, si vous avez des remarques pendant la présentation, n'hésitez pas. Donc voilà, donc, les fameux diesels et les fameuses essences. Il y a aussi les fameux freins du métro. Donc ouais, dans le métro, on a aussi beaucoup de particules. Et il y a d'autres particules, voilà, je mentionnais les sels marins. C'est des particules qu'on va retrouver en bord de mer. Donc c'est quand même une pollution qui est principalement caractérisée par en milieu urbain. Ensuite, il y a le NO2, donc il y a un gaz qui est produit à partir de toute combustion, donc principalement les voitures. Et c'est ce qu'on va retrouver principalement en milieu urbain. Et enfin, il y a l'ozone. Donc l'ozone, c'est, il y a l'ozone du terrestre et aussi, la couche d'ozone, c'est pas forcément la même chose. L'ozone, qu'on trouve dans les villes, c'est un polluant qui est mauvais pour la santé. Et donc c'est une réaction, voilà, c'est assez, pour les experts, et ça sera sûrement assez réducteur, mais donc c'est donc NO2 plus soleil pour créer de l'ozone. Donc on va le retrouver aussi bien en milieu urbain que rural. Les sources de données qu'on utilise. Donc on va utiliser d'une part des stations de mesure de la pollution. Donc ça va être des stations mises en place par les gouvernements ou les collectivités. Donc là par exemple à Paris c'est Airparif, à Pau les stations sont gérées par Atmo Nouvelle-Aquitaine. On en a 11 000 dans le monde, dont 228 en France. Et donc elle nous renvoie une donnée toutes les heures. Donc c'est vraiment une donnée très précise, à une localisation très précise. Ensuite on a des modèles que j'appelle des modèles physiques, c'est plus de la modélisation de la qualité de l'air. Donc ça, la source c'est Copernicus. C'est un institut européen qui fait tourner des gros calculs. C'est un peu sur le même genre que ce que fait la météo. Et donc là c'est purement de la modélisation. Et donc c'est une résolution, en Europe on a une résolution à 10 km. Et sur le reste du monde on est à 50 km. Et donc là, on est sur, pareil, une fréquence horaire. On reçoit une mesure toutes les heures. Donc les prévisions de pollution, donc en pratique, ce qu'on fait nous chez Plume Labs, donc nos propres modèles de prévision de machine learning, on va les faire tourner sur 400 000 dans le monde et sur les 4 polluants que je viens de présenter. Ce qu'on fait, c'est que sur les villes dans lesquelles, en fait, ces 400 000 dans le monde pour lesquels on propose des prévisions, c'est les villes dans lesquelles on a des stations de mesure. Dans les villes et dans les campagnes, on n'a pas de station de mesure, on va proposer la modélisation qui est fournie par Copernicus. Donc nous, ce qu'on fait vraiment, on va dire maison, c'est donc dans ces 400 villes, les modèles de machine learning. Donc ce qu'on fait, c'est que si on a 15 stations de pollution dans la ville, on va faire la moyenne de ces stations, ça va nous donner une valeur représentative au niveau de la ville. Et donc à partir de ces valeurs-là, on va pouvoir les mettre dans des modèles de machine learning pour faire la prévision. Donc c'est une prévision qu'on propose à 48 heures et qui est updatée toutes les heures. En termes de données, ce qu'on utilise, on va utiliser donc, les données de pollution. On utilise aussi des données de météo. Donc ça va être le vent, la direction du vent, la vitesse, la température, l'humidité, la pression, ce genre de choses. Et aussi donc, des indicateurs de saisonnalité. Ça c'est important parce qu'en fait on se retrouve, la pollution c'est quand même un phénomène très cyclique. Là par exemple c'est les niveaux d'ozone. Donc on peut voir l'ozone qui se crée généralement pendant les fortes chaleurs. On va retrouver des pics d'ozone donc autour de 15 heures au moment du pic de chaleur. C'est quel endroit? Ça c'est à Pékin. Ah d'accord. Donc voilà, c'est vraiment très saisonnal. La nuit, on va se retrouver avec des très faibles niveaux et la journée avec un pic autour de 15 heures. Donc juste pour voilà, parler un petit peu de comment on fait pour faire de la prévision, on va dire machine learning pour la série temporelle. Supposons que donc on a une série temporelle de pollution X1, Xn. Dans les faits, nous ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la pollution, la météo, plus des indicateurs de saisonnalité dans nos modèles. Mais là, pour simplifier, supposons qu'on a juste, on suppose juste qu'on a un polluant et qu'on utilise les données de ce polluant pour le prédire. Donc on a X1, Xn.
la première étape, c'est de choisir l'historique de données qu'on va utiliser pour faire la prévision. Donc c'est est-ce qu'on va utiliser les 3 dernières heures de pollution, les 6 dernières heures, les 8 dernières heures, etc. Donc là, je me suis mis dans une situation où on utilise les 3 dernières heures. Donc pour se remettre sous la forme d'un problème supervisé de machine learning avec un x et un y, on essaie de trouver la fonction f. Il faut donc juste shifter la série temporelle pour se retrouver avec, donc, comme première observation, on va avoir x1, x2, x3, et xk ça va être notre output. Ensuite des observations x2, x3, x4, x5 notre output, et ainsi de suite. Donc on se retrouve à partir d'une série temporelle sur un problème supervisé, et donc maintenant le jeu c'est de trouver la fonction f qui passe de x à y. Là, donc, ce que je représente là, donc, c'est cette fonction f que j'ai montrée, c'était pour prédire à plus 1 heure. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la prédiction à plus, là en l'occurrence à plus 48 heures. Donc une des manières de faire pour faire de la prévision à plusieurs heures à l'avance, c'est que tout simplement, on va estimer donc, une fonction qui va prédire à plus 1 heure, et ensuite, donc, de façon itérative, on va réintroduire les prédictions qu'on a faites comme input, et ainsi de suite, on va prédire à plus 1 heure, plus 2 heures, ainsi de suite. Donc là, imaginons que j'ai estimé ma fonction f. Maintenant, pour faire la prédiction, je vais prendre x1, x2, x3 comme input, je prédis x4 chapeau. Ensuite, je l'intègre dans mes inputs, je décale les données. Donc je me retrouve avec x2, x3, x4 chapeau, je prédis x5 chapeau, et donc ainsi de suite. Ça permet en fait, avec juste un prédicteur, de pouvoir prédire à un horizon plus grand qu'une heure. Donc là, forcément, la performance va se dégrader au fur et à mesure du temps. En termes de modèles, donc là, j'en présente 3, enfin, rapidement. Donc, on a donc les modèles autorégressifs, c'est des modèles de type régression linéaire. L'idée, c'est de dire que la prédiction qu'on va prédire, en fait, c'est une somme linéaire des valeurs passées de la pollution. Donc les avantages, c'est que c'est facilement estimable, c'est interprétable. On peut rapidement voir quelle valeur, quel coefficient a le plus impacté la prévision. Et en termes de prédiction, c'est rapide, parce que nous, donc voilà, on fait ça, donc on a 1600 modèles qui doivent tourner toutes les heures, donc on a besoin aussi d'avoir des choses relativement rapides. Et voilà, le principal des avantages, c'est qu'en termes de performance, c'est pas forcément la méthode qui génère les meilleures performances. Ensuite, donc, je parle de gradient boosting. Donc rapidement, c'est une méthode. Donc c'est des arbres de décision en fait qu'on apprend de façon itérative. L'idée, c'est qu'on va fitter un premier arbre de décision. Ensuite, sur les observations sur lesquelles on n'a pas été bon, on va fitter un second arbre, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure de cet ajout d'arbres de décision, on va se retrouver à la fin avec un excellent prédicteur. Donc là, les avantages, c'est que c'est interprétable. Les arbres de décision, on peut toujours voir quelle valeur a eu le plus de poids dans l'apprentissage. On a des bonnes performances. Et voilà, donc mon point, c'est que c'est un peu plus long en termes de prédiction et d'entraînement. Et donc le dernier modèle, c'est LSTM. Donc en anglais, c'est Long Short-Term Memory. Donc ça, c'est un type de réseau de neurones qu'on dit récurrent. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est très adapté pour les séries temporelles ou pour les problèmes de type séquentiel. C'est beaucoup utilisé en traduction. Par exemple, on rentre une phrase en français, ça va nous la sortir en anglais. Ça nous permet en fait d'utiliser le côté séquentiel de la phrase. Donc là, voilà, très adapté en série temporelle. Et les principaux désavantages, c'est que c'est compliqué à interpréter. C'est relativement black box. Et l'entraînement est long, c'est compliqué. Donc si on veut scaler ça sur plusieurs milliers de modèles, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, ce qu'on utilise chez Plume, c'est principalement du gradient boosting et un petit peu aussi de modèles autorégressifs sur les villes où on a des phénomènes de pollution un peu plus simples à modéliser. On va plus être sur du modèle autorégressif. Donc sinon, entièrement gradient boosting. LSTM, on a fait un POC dessus. Ça apporte, on a fait sur un certain nombre de villes, ça a apporté un petit peu d'amélioration par rapport à gradient boosting, mais pas forcément énormément. Du coup, on a décidé de pas passer en prod là-dessus parce que c'était pas, enfin, en termes de complexité, ça apportait pas assez de gains de performance. Donc là, voilà, c'est un graphe de nos prédictions. Donc là, c'est à Pékin,
C'est donc en bleu, donc c'est les PM10, c'est la vraie valeur de PM10. Et en orange, c'est le forecast. Donc c'est un forecast qui est fait 24 heures à l'avance. Donc là, je présente Pékin parce que en termes on va dire de modélisation, c'est assez intéressant. Pékin, c'est une ville, donc c'est une grosse ville qui est entourée de montagnes, avec 2 vallées. Il y a une vallée au nord de laquelle il y a des usines. Et donc si le vent souffle des usines vers la vallée, vers la ville, on va se retrouver avec une augmentation très forte de la pollution très rapide. C'est ce qu'on peut voir là dans ces gros pics. Là, en quelques heures, on peut passer vraiment de 20 à plus de 150 de PM10. Et donc si le vent ne souffle pas dans la direction inverse, la pollution peut stagner à des niveaux très hauts pendant plusieurs heures. Et au contraire, si le vent se met à tourner et à souffler en direction des vallées, on va se retrouver avec des drops dans la pollution. Donc voilà, là c'est un peu le cas extrême. En l'espace de 2 heures, on va passer de 250 à l'air totalement pur. Donc c'est la mesure réelle, c'est ça? Oui. Le bleu, c'est la mesure réelle? Ouais, le bleu, c'est la mesure réelle. Ouais. Ça va, la mesure. Ouais. Enfin, ouais. Et l'orange, c'est la prédiction qui est calculée 24 heures avant. Donc voilà. Sur les 24 heures, tu tiens compte de la vérité de la journée d'avant. Oui. Ouais. Mais pourquoi c'est 24 heures, c'est pas 24 heures glissant? Comment ça se fait que ça sera bon? Parce que la prédiction, elle doit. Voilà, c'est. En fait, c'est. Demain, je prédis pour après-demain, et donc du coup, je dois avoir des gaps entre les. Non, alors, parce que c'est une prédiction. Bah, c'est glissant en fait. C'est glissant. C'est ça, c'est glissant. On prédit avec un horizon de 24 heures, ensuite on décale, et ainsi de suite comme ça. Mais toujours avec une marge de 24 heures entre le temps de la prédiction et la prédiction. Ça fait un système glissant comme ça, où l'historique de pollution qu'on prend en entrée, c'est ça. Et la prédiction qu'on fait, elle est là, et en fait, elle se glisse comme ça. Non, Ça va, c'est pris à un instant T, et ensuite on va mesurer et on compare les deux. C'est du coup en même temps. Bah, en fait, on prédit à 24 heures, et après, 24 heures après, on compare avec la valeur. on prédit une valeur à 24 heures, c'est pas toute la journée. Non, c'est une valeur à chaque fois. C'est vrai qu'il pourrait imaginer que tous les 24 heures, tu ne repars pas de la prédiction, mais de la valeur mesurée. Ah bah, c'est ça, c'est glissant en fait. Il ne prédit pas les 24 heures, il prédit. C'est un système. Oui, on a le modèle. C'est un système glissant qui fait que chaque heure on renouvelle la prédiction. Et là en fait c'est la prédiction qui est prédite, c'est peut-être pas forcément bien fondé, mais c'est la prédiction qui est faite à plus 24 heures. Et en fait que j'ai représenté de façon glissante et du coup en fait c'est. Et la météo rentre. Là la météo elle rentre dedans. Bah, justement en fait Pékin c'est le cas où là l'orientation du vent va être très importante par rapport au système de vallées et d'usines en bout des vallées. Et du coup c'est une prévision météo. Ouais, on utilise les prévisions météo. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plus de 24 heures. Parce que la prédiction va faire plus de 24 heures et on utilise des prévisions de météo que nous on récupère de beaucoup d'organismes externes. Donc forcément, si la prédiction météo n'a pas été bonne, notre prédiction sera impactée par ça. Anapsis, t'as 20 jours, c'est ça? Du 2 novembre. Ouais, c'est du 2 au 23. Ouais. Et Pékin, ça marche plutôt bien. T'as montré Pékin, ça marche plutôt bien avec la météo. Ouais, ça marche bien. Bah, en fait, c'est. Tu vois, prédire à plus de 24 heures, bon là on a un peu de décalage, mais on doit avoir une heure de décalage. Mais prédire 24 heures à l'avance qu'on va avoir un drop comme ça de pollution, c'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, la météo, on fait des prédictions à plus d'une semaine qui sont fiables, mais la pollution, on est quand même sur des choses un peu plus récentes en termes de recherche. L'incrémentation, c'est une heure? Oui, c'est une fréquence horaire. Pas de questions sur le. Et là, tu es sur un point de mesure. C'est pas une moyenne sur une partie de la ville, c'est juste un point de mesure. Non, là c'est la moyenne sur la ville. Ah, c'est la moyenne sur la ville. C'est la moyenne de toutes les stations. Ok. C'est ce qu'on donne dans l'application, c'est une mesure en moyenne sur une ville. C'est pas station par station, on prend la moyenne. Donc maintenant, c'était la fin d'une partie. Ça tombait bien pour les questions. Donc prédiction spatiale de la pollution. Juste une question, il a pris sur combien de temps le modèle pour... Combien de temps d'historique? Ouais. Pékin, on a 6 ans.
ou 5 ans. Là, les historiques les plus grands, c'est à Paris, on doit avoir 7 ou 8 ans. Parce que là, en fait, là où il y a plus de difficultés, c'est sur les valeurs basses. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que peut-être que l'historique qui a été utilisé présentait relativement peu de valeurs basses. Oui, c'est possible. Ils ont diminué aussi leurs émissions. Oui, après, on est quand même sur des phénomènes qui sont relativement stationnaires. Enfin, en 5 ans, on ne peut pas avoir un trend forcément à la hausse ou à la baisse. Là, Pékin, récemment, ils ont mis en place pas mal de mesures. Enfin, la Chine, principalement sur Pékin, ils ont mis en place pas mal de mesures pour essayer de régler le problème. Notamment, en fait, bouger les usines, les mettre trop part. Donc, ça règle le problème à Pékin, mais pas forcément. Ça règle pas le problème intrinsèquement, c'est juste comme ça, dans la presse, on en parle un peu moins. Vous faites le calcul en fonction des stations, mais sur quel périmètre est-ce que vous arrivez vraiment à cibler Là, c'est une mesure. Là, ce qu'on donne, c'est vraiment une mesure indicative au niveau de la ville. L'idée, c'est pas de dire là, la personne qui est dans la rue, elle va forcément respirer cette concentration-là. C'est la moyenne de toutes les stations. Donc là, par exemple, à Paris, les stations qu'on a, elles sont pas toutes en intramuros, on en a aussi un peu dans la seconde couronne. Donc voilà, donc en termes de superficie, c'est une moyenne qui est faite sur une grande superficie. Vous savez s'il y a des gros gaps entre les différents spots? Globalement, en fait, ça va pas mal dépendre du polluant et de la station. Par exemple, si on a les gros pics, je parle de Paris, les gros pics qu'on a, dont on parle pas mal à Paris, donc type épisode de particules fines avec couche d'inversion qui bloque la pollution, c'est des choses qui vont être mesurées dans toutes les stations parce que c'est quelque chose qui est relativement, on va dire, homogène. Mais si par exemple, on a une station qui est à Pantin, qui est à côté de l'autoroute, et donc elle, par contre, elle a des grosses valeurs parce que forcément, elle est placée à côté de l'autoroute. Donc il y a eu un article où un journaliste avait vu les mesures, il avait dit Pantin, ville la plus polluée de France. En effet, c'est pas vrai, c'est juste que la station est placée vraiment juste à côté de l'autoroute. Donc voilà. Alors pour calculer la moyenne, comment vous faites là? Elles n'ont pas le même poids ces stations? Ouais, mais on considère quand même, on fait la simplification qu'on prend la moyenne de toutes les stations. Il y a des améliorations, on est en train de bosser sur faire la prédiction à la station, c'est-à-dire que si on a 15 stations, on va faire la prédiction à la station pour donner une donnée plus granulaire aux prévisions. La station, elle couvre, c'est quoi son périmètre Bonne question, je dirais. Je sais pas, vachement ça. Ouais, c'est. T'as des zones industrielles qui sont hyper bien couvertes, d'autres où t'as des stations Ouais, mais ce que tu veux dire, c'est significatif avec un diamètre de combien de mètres? Je veux dire, c'est une zone combien pour dire que bon, il y a quand c'est particulier. Redis la question, je peux montrer. Ce que je veux dire, autour de la station, elle calcule un périmètre de combien? Voilà, c'est ça. Ouais, je dirais, c'est un ordre de grandeur, c'est dans les dizaines de mètres. C'est. On va les questions là. Ouais, une dernière. Par rapport au schéma que tu présentes là, c'est quoi le nom du modèle qui est utilisé? Parce qu'on a vu la régression linéaire avant. C'est Gradient Boosting là. C'est boosting? Ouais. C'est boosting seul ou c'est avec des espèces de contre-mesures métiers, inspirées de ces prévisions météo, ou c'est vraiment purement. Non, c'est statistique. C'est purement, donc là c'est mathématique. Ouais, c'est mathématique. Correction métier. Non. Après, on bosse dans, je sais plus, mais on a une personne qui a fait de la recherche en sciences atmosphériques, et donc qui est là pour nous aider aussi, pour dire, qui nous donne une interprétation du métier de ce qu'on fait, et de nous dire, là vous êtes dans la bonne direction, là, bon, ça n'a pas forcément trop de sens à ce que vous faites. Au moins pour nettoyer les données, quoi. Ouais, voilà. Bon, je passe à la suite. Ça fait combien de stations pour Pékin? Pékin, il y en a une 30aine. Mais là, pour le Pékin, c'est quand même gros. Donc, prédiction spatiale de la pollution. Donc là, c'est dans l'espace. Et donc, qui dit prédiction spatiale dit données spatiales. Donc là, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des données de land use.
En anglais, en gros, c'est données d'occupation du sol. Et donc, ces données de land use, en gros, c'est des données qu'on a en open data. Et l'idée, en fait, c'est une grille de données avec des carrés de 30 mètres, avec dans chaque carré, on va avoir l'indication de ce qu'il y a en fait, à cet endroit-là. Donc, ça va être par exemple de l'habitation, une route, une industrie ou un parc, ce genre de choses. Donc là c'est la carte de l'Île-de-France de l'occupation du sol. Donc on peut voir intramuros, la zone rouge, c'est l'occupation, donc c'est habitation dense. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans nos modélisations spatiales. Ce qu'on fait d'abord, ces données, donc ces carrés de 30 mètres, en fait, on va les travailler un peu avant de les utiliser en modélisation. Ce qu'on va faire, c'est que si on se considère à un point XY, donc de latitude, longitude XY, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans des rayons, donc ce que j'appelle des buffers, donc un cercle de rayons 100 mètres, on va regarder en fait ce qui est à l'intérieur. Donc par rapport à la donnée de land use, donc on va dire, par exemple, là, pour le buffer de taille 100 mètres, on va dire nature 100, c'est-à-dire dans un rayon de 100 mètres, on va compter deux valeurs de parc. Et dans un rayon de 200 mètres, on va en compter 6 en comptant l'eau. Donc c'est comme ça qu'on fait. Chaque point sur lequel on va faire de la modélisation, on le caractérise par le land use et on le caractérise avec une finesse, des petits buffers jusqu'à des grands buffers. On va avoir des buffers, les plus petits buffers, donc c'est taille 30 mètres, et les plus grands, ça va aller jusqu'à 1 km. Et donc ce qu'on fait pour modéliser, c'est ce qu'on appelle de la land use regression. Donc ça, c'est des choses qui sont dans des papiers de modélisation de l'air. C'est quelque chose d'assez classique. L'idée, en fait, c'est de se dire que pour pouvoir mesurer spatialement la pollution, on va être dans une ville, on va regarder les points de mesure, on va faire la moyenne de ces points de mesure, et on va dire, ok, en fait, ces points de mesure, la moyenne de ces points de mesure va représenter la pollution dans la ville. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de l'occupation du sol, on va dilater cette mesure de la pollution en fonction de cette occupation. Et donc nous, ce qu'on cherche à apprendre, c'est cette espèce de dilatation, donc qui est une dilatation linéaire. Donc c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est la pollution à un point XY, ça va être la moyenne de la pollution plus une somme linéaire des valeurs de land use à cet endroit-là. Et donc nous, ce qu'on cherche à estimer, en fait, c'est les paramètres alpha. Donc en fait, ça se ramène à estimer les paramètres d'une régression linéaire. Et donc nous, ce qu'on utilise, c'est une régression lasso. Et donc voilà, comment ça marche. En fait, si on a 15 stations à Paris, on va en prendre 8 pour entraîner le modèle. Donc ça veut dire pour comprendre en fait le lien entre occupation du sol et mesure de la pollution. Et ensuite, sur les 7 autres, on va tester pour voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment aux endroits où on a des stations de mesure, on regarde en fait le land use et on essaie de voir en fait le lien entre le land use et la mesure de la station. Pourquoi tu parles de dilater? C'est le terme que je trouve pas mal pour dire que pour modéliser un point où on n'a pas de pollution, on dit ok, ce point-là, la pollution à ce point-là, c'est la moyenne de la pollution dans la ville, mais sauf que c'est pas en fait vraiment la moyenne de la pollution dans la ville, c'est la moyenne de la pollution. En fait, ce qu'on fait, c'est que avec ce plus alpha i et de xi, en fait, on va, c'est ce que j'ai dit, dilater en fait la moyenne va être dilatée en fonction de l'occupation de land use. En gros, si j'avais un champ sans bâtiment et sans rien, je dilate au maximum parce que c'est complètement homogène sur ce secteur. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Okay. Bon, après, le terme n'est peut-être pas forcément parfait, mais c'est comme ça que ça marche. Alors si la station elle est complètement confinée, je sais pas, entre 4 murs, on dilate pas trop dans ce cas. Oui. Et voilà, c'est vraiment, en fait, c'est cette moyenne qui va permettre de, c'est log de Pébar qui va permettre vraiment de donner une mesure de la pollution à un endroit où on n'en a pas. En fait, c'est l'hypothèse de dire que on prend la moyenne de la pollution et c'est cette moyenne-là sur laquelle on se base pour ensuite donner la pollution à un endroit où on n'a pas de données, quoi. Donc, je vais vous représenter après sur une carte comment on fait ça. Juste, donc après, un des problèmes qu'on a, donc on a un problème un des challenges qu'on a, on en a plusieurs, mais là, donc je parle de celui-là, c'est des problèmes de surapprentissage. Ce qui va se passer, c'est que, imaginons, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est des variables de buffer très faibles pour pouvoir donner une modélisation de la pollution qui est très fine. Sauf que, imaginons que, là, par exemple, c'est un cas un peu, très simple.
c'est de se dire on a une seule station, donc le point A, qui est notre station d'entraînement. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver le lien entre donc là les habitations et les parcs et la pollution au point A. Donc on va apprendre notre modèle, on va apprendre le lien. Donc ce qui va se passer en imaginant qu'on a utilisé comme feature le buffer de taille 50 mètres, ce seul feature là. Et donc là, quand je fais ma prédiction au point B, ça va marcher parce que j'ai appris en fait le lien entre parc et habitation et la valeur de la pollution. Sauf que sur le point C, vu que j'ai pris qu'un buffer de 50 mètres et que lors de mon apprentissage, j'avais pas de valeur d'industrie, je me retrouve coincé parce que je ne peux pas donc prédire ma pollution à ce point C. Parce que j'avais pris des variables de résolution trop faibles qui permettaient qui étaient trop spécifiques à la station sur laquelle j'entraînais le modèle. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre simplement des variables avec des tailles de buffer plus grandes, ce qui permet en fait d'avoir une meilleure généralisation de notre modélisation. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on ne veut pas en fait surapprendre sur les stations qu'on a le phénomène de lien entre land use et pollution, quoi. Donc on va avoir quand même des buffers de taille relativement un peu plus grande. Donc là, pour les variables, on a les buffers qu'on utilise pour les variables de route, donc de taille de route. On va avoir des buffers de taille 30 mètres. C'est les plus petits buffers qu'on a, et après on va avoir des variables avec des buffers de taille un peu plus grande. Donc voilà, pour montrer un petit peu comment on fait donc, pas à pas cette modélisation. Donc, imaginons qu'on a appris notre modèle, on a appris nos coefficients alpha i. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met en moment T. On regarde la mesure des stations dans la ville. Donc là, on regarde la mesure. Donc là, il y a 3 stations à des niveaux verts, il y en a 5 à des niveaux moyens et 3 à des niveaux élevés. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la moyenne de la pollution. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué que en à droite pour un peu montrer le processus de création. Donc là, maintenant, ce qu'on calcule, c'est qu'on calcule donc log de P bar. Ce log de P bar, on l'applique sur toute la ville. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque point de grille, on calcule alpha i fois le coefficient de land use en question. Donc là, bon, là, j'ai pris une grille avec une grille grossière, mais dans les faits, on modélise sur généralement plus d'1 million de points sur les villes qu'on modélise. Donc ensuite, une fois qu'on a calculé ça, on l'additionne à la moyenne de la pollution. Et donc c'est cette valeur de land use en fait qui va nous permettre ensuite de, ce que j'ai dit, dilater la pollution en fonction de la valeur de l'occupation du sol. Donc c'est comme ça en fait le processus qui se fait, qui permet d'avoir ces cartes. Donc là en grand écran ça donne ça. Donc là c'est les PM10. Et on peut voir, bon voilà, là s'il y a le boulevard périphérique là avec les accès aux autoroutes qui sont très pollués, les quartiers résidentiels un peu moins. Voilà, les grands boulevards dans Paris un peu plus. Donc voilà, grosso modo, ce que ça donne, cette modélisation spatiale. Qu'est-ce qui, dans ton land use, te fait différencier une rue ou une route avec beaucoup de trafic d'une route? On a la densité de passage des voitures. C'est ça, enfin on a ça. Elle est dans le land use ou c'est un... Non, c'est une variable en plus. Est-ce qu'on veut bien savoir bien compris, c'est en partant de la moyenne de la pollution de la ville, oui. Tu vas faire prendre ton modèle avec les lentilles. C'est ça. Ce qui se passe, c'est pourquoi partir du zone aussi grande comme ça, est-ce qu'on ne peut pas faire des clusters plus petits? Bah ça oui, c'est effectivement. Effectivement, après une prochaine. Faire des grillages. Une prochaine, là c'est un premier, ça c'est ce qu'on fait, c'est une première version. Après effectivement, on pourrait se dire, on pourrait modéliser la pollution de cette partie-là avec la moyenne que de ces stations-là. Voilà. Là pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la moyenne de toutes les stations. C'est ce qui se fait généralement parce que ça permet aussi, dans des villes où on n'a pas forcément beaucoup de stations, d'avoir une mesure qui est relativement représentative de la pollution. Bah, ça reste de la, mesure. Pardon? C'est parce qu'il n'y a pas assez de points de mesure. Bah c'est ça reste de la modélisation. Hein. On peut pas. Tu pars d'un forecast sur toute la ville et puis après tu rajoutes.
Bah là, c'est non, bah, c'est le temps réel. Bon, après, c'est la slide d'après. C'est donc si on veut faire de la prévision donc spatio-temporelle, c'est effectivement c'est ce qu'on fait en fait. On prend les stations, on a des modèles, donc les modèles de prévision temporelle que j'ai cités tout à l'heure, on les fit là par station. Et donc ensuite, ce qu'on fait pour pouvoir faire de la modélisation spatio-temporelle, c'est on fait la prédiction, on fait la prédiction au niveau des stations, au temps par exemple T+1. Cette prédiction au niveau des stations nous permet de modéliser spatialement. Ensuite au temps T+2 et ainsi de suite. C'est comme ça si on veut faire des cartes prévisionnelles de la pollution. Et l'apprentissage pollution d'Antios, elle est faite uniquement à partir des données de Paris pour Paris. On peut pas imaginer. Non, on utilise c'est un peu plus complexe que ça. On utilise des données d'autres villes. On fait après des systèmes de clustering et d'agrégation de données en se disant bah, la pollution, le lien pollution land use à Paris ressemble à celui qui est à Lyon et du coup on va prendre les données de Lyon pour apprendre là. Parce que sinon on se retrouve avec trop peu de points de mesure. Donc voilà, pour simplifier, c'est ça. Après, bon, là, il y a d'autres étapes, il y a plus de complexité que ce que je présente là, mais c'est pour donner une idée de comment ça marche. Et combien de stations à la grosse touche pour avoir un modèle pertinent? Bah, au moins une trentaine. Mais donc dernière partie, c'est l'utilisation. Voilà, donc le problème qu'on a et qu'on s'est posé, c'est que on n'a pas assez. Par exemple, pour la modélisation de la pollution, on n'a pas assez de points de mesure. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que on va créer un capteur de la pollution qui sera mobile et qui permettra d'aller chercher ces points de mesure qui nous manquent. Donc c'est le flow. Donc voilà, donc c'est un capteur qui mesure 4 polluants. Donc il y a les PM2,5, les PM10, le NO2. Donc c'est les 3 polluants dont j'ai parlé avant. Il y a aussi les COV. C'est les composés organiques volatiles, c'est des gaz intérieurs qui sont émis principalement par les aérosols, les produits, le type produits d'entretien. Donc moi je vais me concentrer donc, sur le capteur de particules fines. Et donc le capteur de particules fines, comment il marche? Donc on va dire la partie hardware, en fait il y a un laser, on a un ventilateur qui fait passer des particules devant le laser. En fait les particules passant devant le laser, elles vont réfléchir la lumière. Et donc cette réflexion, en fait, on va la récupérer dans une photodiode qui va nous donner en fait l'intensité lumineuse. Donc on se retrouve en fait avec une intensité lumineuse qui nous permet en fait d'estimer la concentration des particules fines. Sauf que le problème, c'est que les particules fines, ça s'exprime en microgrammes par mètre cube. Donc dans le flot, on n'a pas de balance. Et donc ce qu'on fait, c'est que c'est là qu'entre en jeu le... Ah. Non, d'abord je voulais parler du signal. Donc, juste avant de parler vraiment du process de calibration, le signal qu'on récupère, il ressemble à ça. Donc là, l'intuition physique derrière, c'est qu'en fait, un pic correspond au passage d'une particule, et donc plus le pic sera gros, plus la particule sera grosse, et plus on aura de pic, plus on aura de particule qui passera devant le laser. Donc nous, ce qu'on récupère, c'est les pics. Et donc pourquoi faire de la calibration? Donc c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas de... Nous, ce qu'on veut, c'est donner à l'utilisateur une mesure en microgrammes. Donc vu qu'on n'a pas de balance, on va faire de la calibration. Donc, le principe, c'est d'avoir un appareil de référence qui mesure les particules en microgrammes par mètre cube, de prendre des mesures de notre capteur et en même temps de l'appareil de référence, et ensuite de trouver en fait la relation, la fonction qui passe de nos mesures aux mesures en microgrammes par mètre cube. Ce qui permettra ensuite dans le futur d'utiliser cette relation pour donner à l'utilisateur une mesure en microgrammes par mètre cube. Et donc là, voilà, donc là ce graphique-là, donc c'est la représentation des mesures de notre capteur. Donc c'est une heatmap, en fait c'est une représentation en 3 dimensions. Ce qu'on a, c'est que nous, notre signal, on récupère une mesure toutes les millisecondes. En fait, nous, on va se placer ensuite dans un pas de temps 1 seconde. En fait, chaque seconde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de pics et on va les classer par taille. En fait, à chaque seconde, on se retrouve avec un histogramme. C'est ce qu'elle prend en là, en fait. C'est donc l'abscisse, c'est le temps. Donc, à chaque point correspond une mesure. Ordonnée, c'est la taille des pics. Et en couleur, c'est le nombre de pics. Donc en fait, chaque seconde, on compte le nombre de pics et on compte le nombre de pics par taille. C'est comme ça en fait qu'on représente la mesure, le signal, c'est comme ça qu'on le représente.
Et en haut, ce que vous avez, c'est notre appareil de référence et donc les mesures de PM2.5 et PM10. Donc là, c'est une expérience où j'ai mis un capteur dans une boîte avec notre appareil de référence. Et au moment du pic de particules, au moment j'ai fait brûler du carton. Et donc on se retrouve avec un pic de particules, on le voit bien dans l'appareil de référence. Et on le voit bien aussi au moment où on voit le pic, on se retrouve avec une beaucoup plus grosse densité de pics, d'intensité lumineuse dans les hautes valeurs. Et donc voilà, donc c'est là le principe de calibration, c'est ce que j'appelle trouver la fonction de transfert, ce qu'on appelle c'est la fonction qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc en fait c'est un problème supervisé de machine learning, c'est-à-dire que X c'est les données de notre flow, Y c'est les données de référence, et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver on cherche en fait la fonction F qui passe de X à Y. Donc là en l'occurrence, nous ce qu'on utilise c'est donc un réseau de neurones. Donc voilà, c'est un réseau de neurones qui prend donc en input ce vecteur. Là ce qu'on a en fait c'est des vecteurs de taille 850. Donc on a des pics qui vont de taille 1 à taille 850. Et donc en fait il prend ce comptage de pics à l'intérieur et ensuite il va sortir la mesure en microgrammes par mètre cube. Donc dans les faits, il y a une étape de réduction de dimension, enfin il y a plusieurs étapes avant ça qui sont pas forcément les plus intéressantes. Ce dont je vais parler là, c'est plus le process industriel qu'il y a derrière. Parce que ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait avoir une fonction de transfert par flow, c'est-à-dire prendre chaque flow, le mettre face à l'appareil de référence, prendre XOR de données, et ensuite trouver la relation qui passe de l'un à l'autre. Sauf que dans les faits, voilà, là pour l'instant, des flows, on en a produit 3000. Les ordres de grandeur, c'est plutôt de l'ordre de 10 000 l'année prochaine. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose en grande quantité. Donc le problème, c'est qu'industriellement, on ne peut pas se permettre pour chaque flow, le mettre en face de l'appareil de référence et récupérer des données. Parce que les données qu'on récupère nous, c'est des données qu'on va récupérer, donc on va en prendre dans le métro, on va en prendre en intérieur, en extérieur, dans les grandes routes, en campagne. On essaie en fait de couvrir la plage d'utilisation d'un utilisateur lambda. Donc c'est plusieurs ordres de données. Donc ça serait beaucoup trop contraignant de le faire pour chaque flow. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est avoir une seule et même fonction qui va permettre de faire le transfert pour tous les flows. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'industriellement, tous nos flows n'ont pas exactement le même comportement. Le signal qui arrive à la photodiode, tous les flows, ce signal-là n'est pas exactement le même pour tous les flows. Donc là, c'est ce que je représente là. Ce qui se passe, donc là, c'est une expérience où j'ai mis 5 flows dans une boîte. J'ai vidé la quantité de particules. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un histogramme qui représente en fait la taille des pics en fonction le nombre des pics en fonction de la taille. Et donc on peut voir qu'il y a 3 flows qui ont un comportement identique, et il y en a 2 autres qui sont un peu shiftés sur le côté. Donc là, c'est là le problème, c'est que si on apprenait une fonction de transfert pour les 3 qui sont identiques, ça marcherait, sauf que si on l'applique ensuite sur les 2 autres, on va se retrouver avec des données erronées. Donc c'est ce que j'appelle en fait la calibration intraflow. Et donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est trouver une solution simple, rapide et efficace, qui nous permet en fait de ramener tous les flows sur le même comportement, sur un comportement de référence. Donc ce qu'on fait, c'est que en usine, après avoir fabriqué les flows, on va tous les mettre ensemble dans une cuve. On va leur donner, ils mesureront tous la même concentration. En l'occurrence, on vide la cuve de particules. Et donc à partir de ces mesures-là, qui durent 20 secondes, c'est 20 secondes, à partir de ces mesures-là, on essaie d'estimer en fait des coefficients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on estime que la distribution est gaussienne, donc on apprend la moyenne et l'écart type. Et donc à partir de là, en fait, on rescale en fait les flows les uns sur les autres. Donc la difficulté, c'est vraiment d'essayer d'avoir des choses, d'avoir une calibration donc là qui est rapide et qui puisse être scalable, donc qu'on puisse porter sur des volumes de données beaucoup plus gros. Et ça, c'est une fois? Comment vous pouvez faire pour les nouveaux produits? C'est chaque en fait, c'est par batch? Ouais, c'est par batch. Ouais, c'est par batch, mais sauf que. Les batchs entre eux, après, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, là, les flows on les fait par batch, mais chaque batch en fait va subir la même concentration. On vide en fait la cuve des particules, donc que ça soit un flow qui a été créé en février ou un flow qui a été créé 6 mois après, il subira en fait la même expérience. Ouais, il faut que ce soit bien mélangé l'air, non? Parce que si ça dépend de la position.
Ouais, bah c'est pour ça qu'on vide la cube de particules. Comme ça, on a un niveau 0. On est sûr qu'il n'y a pas de problème de... Ah oui, et tu regardes que quand c'est à 0. Ouais. Ah, c'est des particules. C'est comme ça. Bon voilà, après, on a des fortes contraintes en termes industriels. On peut pas se dire on va aller exposer ce batch à la pollution devant l'usine ou ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est sur des chaînes de production. Et donc voilà, juste pour résumer ce process un peu de bout en bout. Donc ce qui se passe, c'est que on assemble notre flow sur la chaîne de production. On fait la calibration intra-caverne, c'est-à-dire que par batch, on va mettre ces flows dans une cuve, on va la vider, on va regarder quel est le comportement de ces flows-là. Grâce à certaines étapes, on va réussir à les recaler les uns sur les autres. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit subset de ces flows, on les envoie à Paris, moi je les récupère. Ensuite, je vais récupérer... donc là, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on le fait que pour... là, ces données qu'on récupère, on les a récupérées une fois, elles servent pour tous les flows qu'on va produire, donc les flows qu'on produit aussi dans le futur. Donc on récupère une quinzaine de flows, on les ramène à Paris, on fait plein d'expériences avec l'appareil de référence. Et ces données-là, en fait, nous permettent ensuite d'estimer ce réseau de neurones. Et ce réseau de neurones, ensuite, il est utilisé sur tous les flows. Parce que maintenant que tous les flows ont le même comportement, on peut utiliser ce réseau de neurones sur tous les flows. Donc c'est comme ça, en fait, qu'industriellement, on a réglé ce problème de shift de signal entre les flows. En fait, on trouve pas mal de compteurs de particules. La difficulté, c'est comment je passe du nombre de particules à la masse. Donc ça dépend du facteur de forme en fait, de ces particules. Et tu as déjà des modèles qui existent quand tu achètes des petits compteurs de particules. Tu as différents trucs qui existent. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est que ce facteur de forme, il est moyen et il dépend vachement d'une région à l'autre en fonction de l'humidité de l'air, notamment. Et là, c'est un truc que vous vous adressez pas du tout. C'est pas encore, non, c'est pas encore quelque chose qu'on fait. J'allais en parler juste. C'est dans le futur Plumlabs demain, dans les choses qu'on va essayer d'améliorer. Donc là, juste pour finir, c'est donc ce qu'on peut réussir à obtenir. Donc là, c'est en orange, donc c'est la valeur de notre appareil de référence, donc en micromètre par mètre cube. Et en bleu, donc là, c'est la prédiction de notre flow, d'un flow après le passage dans la fonction de transfert. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner en vrai. Là, c'est local et le temps. Ouais, c'est dans le temps et là, c'est la concentration. Un endroit. Un endroit, ouais. Enfin bon, là, du coup, là, on a mis un pic, on a fait brûler quelque chose. Et vous avez la même réflexion pour les autres composés, NO2, ozone, COV? Ozone, on l'a pas dans le capteur. NO2, COV, oui, c'est un peu différent. Enfin, là, c'est des capteurs qu'on achète. Et donc là-dessus, on a quand même une brique d'intelligence pour. C'est des capteurs donc à réaction bas coût, donc il y a quand même un peu de travail de calibration intra-capteur, ce genre de choses pour essayer d'avoir tous les. Enfin, ce qu'on veut, c'est que tous les flows aient le même comportement, même si les capteurs n'ont pas forcément exactement le même comportement, on l'achète. Ah, vous avez un capteur de corps que vous ajoutez en plus dedans, c'est ça? Oui. Et pour les particules, comment vous faites la différence entre les 2,5 et les 10? On a deux réseaux de neurones, on apprend deux fonctions de transfert. Oui. On a notre appareil de référence qui mesure les PM2,5 et les PM10. Et on a une fonction. Il y a deux diodes, deux trucs? Pardon? Il y a deux diodes et deux... Non, il y a une seule. En fait, on récupère un seul signal, mais ensuite on a une fonction qui apprend. En fait, on a une fonction qui apprend les PM inférieurs à 2,5 et une fonction qui apprend les PM supérieurs à 2,5. Ensuite, on fait l'addition pour retrouver les PM10. Donc je finis. Les réseaux de neurones, là, vous les avez, ils ont une architecture complexe. Hein, non, c'est très simple. Hein, on a deux couches de 10 unités. D'accord. C'est pas des choses. C'est pas là que réside la complexité du process la complexité de cette calibration. C'est pas là-dedans. Ça reste compliqué, mais c'est pas ça qui. Enfin, c'est pas du deep learning. Hein, c'est pas des choses. Mais c'est vous qui l'avez conçu de A à Z, vous n'êtes pas parti dans un réseau de neurones. Non, c'est nous qui l'avons beaucoup. Bah oui. Ouais. Après, c'est nous, on l'entraîne avec des librairies classiques.
enfin, TensorFlow Keras. Et ensuite, il est implémenté. Une fois qu'on est content de ce qu'on a comme poids pour le réseau de neurones, en fait, on met le réseau de neurones dans le, je sais pas où il est, dans le flow. Et ensuite, bah, il y a la prédiction qui est faite à ce moment-là. L'entraînement, il est fait sur des ordinateurs. C'est vraiment une fois qu'il a été entraîné, hop, il est envoyé sur les flows. D'accord, mais l'architecture, vous ne la faites pas évoluer, je sais pas, d'une série à une autre vous faites bah si, c'est en train. Si, après il y a. Là donc les premiers batchs on les a sortis, les premiers flots on les a sortis au mois de septembre. Et donc là voilà, là on va faire on fait régulièrement des mises à jour. C'est-à-dire que via l'application on peut transférer une nouvelle version du logiciel embarqué. Et quand ce logiciel embarqué est mis à jour, on peut mettre des nouveaux réseaux de neurones. Là, dans quelques semaines, on va faire une nouvelle mise à jour parce qu'on a rajouté encore plus de données pour l'apprentissage du réseau de neurones. Et on a amélioré la fonction qui permet de recaler les flows les uns sur les autres. Mais donc on a, enfin, une fois que le flow il est dans la nature auprès de l'utilisateur, il y a encore, on apporte au fur et à mesure des améliorations. D'accord, vous pouvez vous connecter à distance. Ouais, exactement. On fait. Réseau neurone. C'est ça. Et c'est quoi les flows qu'elles sont mesurés sur le terrain, les flows? Il y a une horloge et un GPS pour savoir. Oui. Ouais. On utilise le GPS du portable. C'est-à-dire que si le flow est utilisé sur le portable, on n'a pas la donnée GPS, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et il y a comme des flows, pour les flows, ils communiquent comment? Ah, vous passez par le portable? Par BLE, par Bluetooth. Pardon? Vous passez par le portable pour communiquer avec le oui. Avec le flow. Oui. Donc voilà, donc juste 3 points sur lesquels on va essayer de bosser dans l'avenir. Donc il y a ce que j'appelle des modèles globaux, c'est se dire que là on a nos modèles de prévision temporelle, on en a donc un par ville. L'idée ça pourrait essayer d'apprendre en fait des modèles donc en essayant de trouver les similarités entre les villes, regrouper les villes entre elles, donc les données d'apprentissage des villes entre elles, pour pouvoir avoir beaucoup plus de données et en fait beaucoup plus de cas de cas d'utilisation, enfin de cas de situation de pollution, pour ensuite entraîner des modèles plus complexes avec plus de données. On a aussi donc voilà l'intention, donc les données de flow, donc maintenant on en a 3500 en circulation, par exemple on en a 500 à Paris, qui nous ramènent des mesures donc, toutes les minutes. Donc ces mesures, nous on les récupère. Donc l'idée ensuite, c'est de pouvoir utiliser ces mesures-là pour justement pallier au fait que notre modélisation spatiale de la pollution, elle se base par exemple à Paris sur une quinzaine de stations, ce qui est relativement faible. Sauf que maintenant qu'on en a par exemple 500 à Paris, on va récupérer un énorme jeu de données qui nous permettra ensuite de pouvoir faire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus fiables. Et donc il y a une des choses sur lesquelles on compte bosser, c'est essayer les particules. Pour l'instant, on mesure la concentration des particules. Et donc l'idée, ça serait potentiellement essayer de voir si on peut essayer au moins de regrouper, de clusteriser les particules selon leur type. Pour ensuite pouvoir dire, bon bah voilà, ça c'est des particules, je sais pas, de sel marin, ça c'est des particules de suie, ce genre de choses. Comment tu gères la CNIL là-dessus? Les données elles sont anonymisées. Ouais, ça suffit pas des fois. Après on soumet, on soumet à tout ce qui est en RGPD et tout ça, il y a pas de. On est soumis à ça et tout est en règle par rapport à ça. Après dans les faits, on n'est pas encore. Les données des flows, on n'est pas encore les intégrer dans des cartes, on n'est pas encore à ce moment-là. On n'est pas encore à ce niveau-là. On est encore beaucoup sur le flow, sur l'amélioration continue du flow. Enfin en tout cas l'équipe data. Vous arrivez à être représentatif si on prend à Paris par rapport aux gens qui ont acheté des flows? Représentatif de quoi? Sur l'espace. Ouais, on peut couvrir Paris rapidement avec 500 flots en circulation, on peut couvrir Paris. On avait fait un bêta test à Londres avec 50 flots l'année dernière, et en quelques semaines on avait des points qui sont partout dans Londres. Voilà, donc juste une petite photo de l'équipe et si vous avez des questions. Merci.